Merci. La parole est à Hervé Morin pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement de nous avoir conviés aujourd'hui à une bien sympathique partie de cartes, en l'occurrence à une partie de mistigris. Si vous vous souvenez des règles de ce jeu, il s'agit pour le joueur de refiler à tout prix à son voisin le valet de pique, car celui qui reste avec cette carte à la fin de la partie a perdu. Eh bien, mes chers collègues, avec l'affaire Cahuzac, c'est exactement ce qu'a fait le gouvernement. Il s'est retrouvé avec le mistigris du mensonge et de l'évasion fiscale. Il a tout fait ensuite pour nous le refiler. D'ailleurs, vous connaissez l'autre nom du mistigris. Cet autre nom, c'est le pouilleux. Eh bien, je vous le dis très nettement, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, les pouilleux, c'est nous, c'est les députés. Quelle est en effet la situation? Un ministre de la République avoue avoir fraudé le fisc en plaçant son argent sur des comptes à l'étranger. Un ministre de la République trahit la confiance du chef de l'État. Un ministre de la République ment à la représentation nationale. Et que croyez-vous qu'il arriva? Une démission du ministre de tutelle, des excuses du chef du gouvernement? Pas du tout. Le gouvernement a tout fait pour que l'affaire Cahuzac devienne l'affaire des parlementaires. Monsieur le ministre, chapeau. Vraiment chapeau, parce que je dois dire que l'opération a été menée de main de maître et que maintenant, les coupables, c'est nous, les fraudeurs, c'est nous, les menteurs, c'est nous. Grâce à votre gouvernement, nous sommes tous des Cahuzac. C'est la première raison pour laquelle le groupe UDI s'abstiendra sur ces deux textes. Le groupe UDI ne sera pas complice de cette magistrale opération de diversion dont le seul but est de faire oublier les multiples dérives d'un ministre du gouvernement et la bienveillance, ou du moins la passivité coupable dont il a bénéficié au sein de l'exécutif. Vous nous dites que ces textes amènent de la transparence et rétablissent la confiance de l'opinion vis-à-vis des élus. Nous ne le croyons pas. Ces textes sont beaucoup plus proches de l'étalage que de la transparence. Ils installent à nouveau le poison du soupçon chez tous les élus, nationaux et locaux, et vous connaissez la fable, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Non, mes chers collègues, nous ne pouvons pas accepter que les méfaits d'un seul jettent l'opprobre et le discrédit sur l'immense majorité des élus. Est-ce que Rome se résume à Néron? Pour les compromissions et les égarements de quelques-uns, combien de sacrifices, oui, je l'affirme ici, de sacrifices personnels et de dévouement de la part de milliers d'autres. Vous nous dites que ces textes vont renforcer notre démocratie. Je vais vous dire, moi, ce que renforcent ces textes. Ce n'est pas la démocratie, c'est la démagogie, c'est le populisme, c'est l'égalitarisme malsain. Mes chers collègues, le ventre de l'antiparlementarisme, je le disais tout à l'heure, ne sera jamais assez nourri. Ça ne sert donc à rien de répondre par le toujours plus quand on nous reprochera de n'en faire jamais assez. Et d'ailleurs, même quand on en fait beaucoup, les Français pensent qu'on ne le fait pas et qu'en fait, la place est bonne, le fromage excellent et qu'il y a toujours de petits arrangements entre amis. Alors le groupe UDI s'abstiendra aussi sur ces textes tout simplement parce qu'il ne résout rien, pas sur tous les sujets, je le reconnais. Certes, le gouvernement a reculé et a renoncé à la publication des patrimoines, mais il est consultable, ce qui revient au même avec les réseaux sociaux. Au-delà du fait qu'il alimentera le voyeurisme et l'exhibitionnisme pitoyable, pensez-vous qu'il réponde aux problèmes posés? Tout le monde le sait. Un, ce texte n'aurait jamais empêché M. Cahuzac de faire ce qu'il a fait. Deux, comme l'a excellemment rappelé le président Bartolone, la transparence absolue est un mythe. Trois,
pourquoi demander cette transparence aux seuls parlementaires et présidents d'exécutifs locaux et pas à l'ensemble de ces candidats à ces fonctions? Et Patrick Devedjian a parfaitement raison. On va avoir une situation où, à chaque élection, ceux qui vont se présenter pour la première fois vont pouvoir alimenter la rumeur, la démagogie à l'infini, parce qu'on réserve la déclaration de patrimoine aux seuls élus et non pas à ceux qui revendiquent de le devenir. Je trouve ça absolument ahurissant. Et quatrièmement, l'important, de toute façon, n'est pas dans cette exhibition du patrimoine des uns et des autres, mais dans le contrôle de cette évolution. C'est ça le sujet. Y a-t-il ou non enrichissement non fondé au cours d'un mandat ou de l'exercice de fonctions gouvernementales? Et c'est à notre seul avis la question intéressante. Le problème n'est pas la richesse, le problème c'est l'enrichissement dont on ne pourrait pas trouver la cause. Ce sont donc les moyens d'investigation de la haute autorité pour vérifier s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel entre le début et la fin du mandat qui doivent être renforcés. L'objectif étant d'aboutir dans tout cela à une réelle fiabilité. Il faut donc aussi donner à cette autorité le pouvoir de saisir Tracfin, tel que c'était annoncé dans l'exposé des motifs, de permettre de contraindre l'administration à fournir à la haute autorité des informations dans un délai limité, voire actionner l'entraide conventionnelle entre les pays, comme d'ailleurs le souhaite la commission des lois. Le vrai sujet, nous le savons tous, c'est la détection d'éventuels conflits d'intérêts. La commission Jospin avait d'ailleurs préconisé de restreindre la publication aux seules déclarations d'intérêt et d'activité, de créer une autorité de déontologie de la vie publique et de mettre un système d'alerte éthique accordé à différentes administrations. Toutes ces propositions, sous réserve d'examen, nous semblaient effectivement bien adaptées, et d'ailleurs certaines sont reprises dans le texte, sauf ce que j'ai dit tout à l'heure sur la délation qui est instaurée dans ce projet de loi. Le débat s'est désormais placé sur l'interdiction ou non de certaines activités. Et je dois dire, c'est légitime, c'est légitime. Certaines activités doivent être interdites, comme celle qui consiste à jouer un rôle majeur dans des entreprises ayant intérêt avec l'État, et l'ancien ministre de la Défense que je suis le dit d'autant plus. Mais je dis aux Robespierre et aux Marat de l'hémicycle qu'interdire toute une série d'activités privées déjà exercées par l'élu avant son mandat, tout le monde n'a pas été qu'assistant parlementaire, hein, c'est aller vers une assemblée encore un peu plus monocolore d'apparatchiks et de fonctionnaires. On ne doit pas oublier une chose, mes chers collègues, c'est que la durée et pour cause, la durée moyenne d'un mandat parlementaire, c'est 7 ans. Les 2/3 d'entre nous sont battus à chaque élection. Qu'il y ait des incompatibilités renforcées et des règles de déontologie posées pour les activités de conseil, elles existent d'ailleurs pour les avocats, cela me semble nécessaire. Qu'il y ait des interdictions pour ceux qui créent de telles activités durant leur mandat, j'y suis pour ma part favorable. J'ajoute que l'UDI a déposé un amendement qui permettrait de clarifier aussi les choses, qui oblige les fonctionnaires à démissionner à l'issue du premier mandat, comme en Allemagne. Si la politique n'est pas une carrière, cela doit être le cas pour tous les Français. Le groupe UDI est enfin extrêmement attaché à la question de la sanction, car à ce stade, nous ne sommes plus dans le soupçon, mais bien dans la réalité d'un délit ou d'un crime portant atteinte à la moralité publique. Il faut que le glaive de la justice soit tranchant quand la confiance du peuple a été trahie. Un homme politique est certes un citoyen comme un autre, mais il a en plus un devoir d'exemplarité et doit donc être sanctionné comme tel. Égalité dans la présomption d'innocence, égalité dans l'instruction à charge et à décharge, mais inégalité dans la responsabilité si celle-ci est prouvée. Nous déposerons donc un amendement allant plus loin que ce que propose le gouvernement, avec des sanctions pénales lourdes pouvant conduire à une inéligibilité à vie, faisant de la peine d'inéligibilité une peine principale à charge pour le magistrat de pouvoir motiver le fait de ne pas la mettre en œuvre.
je me permets de vous signaler qu'il y a un exemple assez comparable, qui est la question des peines planchers. On nous avait expliqué que les peines planchers étaient contraires à la Constitution, mais dès lors qu'on permettait aux magistrats, par décision motivée, de ne pas l'appliquer, eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré que c'était tout à fait possible. Vous souhaitez, Monsieur le ministre, réhabiliter l'action politique. L'objectif est louable, mais ce n'est pas ce texte, avec ce texte, que viendra cette réconciliation de la politique avec les Français. D'abord, pour réhabiliter l'action politique, cherchons plutôt du côté du courage, cherchons plutôt dans la capacité à entreprendre les réformes qui sortiront notre pays de la crise et du déclin. Cherchons aussi du côté des multiples errements, et je suis d'accord avec Patrick Devedjian, des multiples errements de notre République monarchique. Le mal de la grandeur, c'est quand du pouvoir, elle sépare la conscience, nous disait Shakespeare. À défaut de nos consciences, eh bien, considérons qu'il serait temps de transformer en profondeur cette Ve République qui amène à un certain nombre de dérèglements quand tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un homme et quand tous les pouvoirs amènent à un esprit de cour qui est malsain. Le groupe UDI, Madame la Présidente, s'abstiendra donc sur ce texte. Une abstention ni passive ni hésitante, mais aussi une abstention critique. Je vous remercie. Merci.